Il est 8h, tout pile. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin, une nuit courte et une journée encore très longue en perspective. Il va falloir supporter une chaleur extrême aujourd'hui. Plus de 40 degrés attendus dans de nombreuses régions. La SNCF surveille les voies, mais appelle les voyageurs à ne pas se déplacer. Dans ce journal aussi, l'homme volant qui va tenter de traverser la Manche. L'espoir de nombreuses Françaises après la présentation du projet de loi de bioéthique qui prévoit notamment d'autoriser la congélation des ovocytes. Et puis vous connaissiez le mariage mets et vin. Voici l'alliance de la musique et des grands crus. Un festival dans les plus grands châteaux du Bordelais. 28 degrés en milieu de nuit en région parisienne, 25 à Auch et Limoges, 24 à Metz et Montélimar. Dans une grande partie du pays, la nuit a été particulièrement chaude. Certains diront irrespirable, d'autres étouffante. En tout cas, les traits sont tirés ce matin et le début de journée difficile. Il n'y a pas d'air en fait, même en laissant la fenêtre un petit peu ouverte. Donc on suffoque. Et on dort pas du tout, on fait des allées et venues et on va boire de l'eau toute la nuit. On n'arrête pas de transpirer, les Kleenex à côté, enfin bon, c'est voilà quoi. J'ai pas dormi toute la nuit. J'ai dormi uniquement 1 heure. Voilà. Je fais avec, je prends mon portable, je regarde sur internet, voilà, j'essaye de passer le temps. On avait des ventilateurs, mais ça n'a pas suffi en fait. L'appartement, il s'est bien réchauffé, malgré qu'on est au premier étage. Je me suis réveillée quand même toutes les 12 heures, 1h30, 12 heures. Les enfants, d'habitude, ils dorment bien, mais là, cette nuit, c'était pas le cas. Oui, compliqué pour tous les âges. Parole de Francilien recueilli Gare Saint-Lazare à Paris par Johanna Chabas pour Europe 1. La nuit a donc été dure, mais le pire est encore à venir. Eh oui, pic de chaleur ce jeudi, jusqu'à 43 degrés attendus par endroit. 20 départements du Nord au Loiret, en passant par la région parisienne, sont en alerte rouge. Dans cette zone, il est conseillé de limiter, voire de reporter les déplacements, que ce soit en transport en commun ou en train. Les rails et les installations ferroviaires d'ailleurs, qui vont faire l'objet d'une surveillance toute particulière. Reportage à Bordeaux de Stéphane Place pour Europe 1. Près d'une centaine d'agents ici en Nouvelle-Aquitaine qui tournent, pour reprendre le jargon de ces professionnels du ferroviaire. Tourner, c'est effectuer des surveillances durant ces périodes de très forte chaleur sur des zones sensibles où les rails peuvent se dilater, comme l'explique Bruno Prieux, en charge des infrastructures chez SNCF Réseau dans la région. Le rail, on le contient au niveau dilatation à travers les traverses et le ballast, mais lorsqu'on n'arrive plus à le contenir, il risque de se déformer. La voie part comme un chewing-gum. C'est une température au rail de 45 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 30 degrés ambiants, déjà avec l'ensoleillement, l'engasinement de chaleur dans le rail entre le jour et la nuit, on peut atteindre ces températures assez facilement. Et on mesure à travers un thermomètre qui est dans un coupon de rail à proximité, ce seuil de 45. Et puis, il y a ce dont on entend parler tout le temps, ce sont les caténaires. Alors la caténaire, c'est un point de vigilance particulier, surtout sur notre région du sud-ouest, parce que nous sommes une caténaire de type 1500 volts. Les premières électrifications se sont faites en 1500 volts. Et elles avaient une plage de régularisation que les températures actuelles dépassent. Donc on est obligé de la surveiller, voire d'abaisser la vitesse des trains afin de la préserver. Tous les trains, par exemple au sud de Bordeaux, on les limite à 100 km/h, jusque tout le sud, jusque Hendaye, jusqu'à Pau. Une vigilance particulière, site par site, avec un œil permanent sur les évolutions des températures. Bordeaux, Stéphane Place, Europe. Et les équipes du Tour de France qui arrivent aujourd'hui dans les Alpes s'organisent aussi, chacune à sa façon. Renfort pour les ravitaillements chez Groupama FDJ ou chez Cofidis. Prévision de glace en quantité suffisante, glace que les coureurs pourront se mettre sur la nuque. Et bien au-delà de la France et de son tour, c'est toute l'Europe qui souffre de la chaleur. Les records tombent sur tout le continent. Pour Europe 1, Jean-Jacques Herry. Cette fois-ci, c'est au bord de la mer du Nord que l'on bat des records. Hier, dans les rues d'Eindhoven, aux Pays-Bas, on suffoquait sous 39,2 degrés, presque 1 degré de plus que l'ancien record vieux de plus de 70 ans. Il remontait à 1944. À Amsterdam, la chaleur est si inhabituelle que des employés municipaux surveillent les ponts de la capitale. Sans relâche, ils en arrosent les parties métalliques. Le but, éviter que le métal ne se dilate. À certains endroits, on a même sorti les saleuses habituellement utilisées l'hiver. Le sel aurait comme vertu de refroidir l'asphalte et d'empêcher le goudron de fondre. Chez nos voisins belges, même chose, on n'a jamais eu aussi chaud, avec 38,9 degrés mesurés hier à Kleinebruegel. Le code rouge canicule a été déclenché pour la première fois dans le royaume. Enfin, en Allemagne, il a fait encore plus chaud et là aussi, le record a été battu hier, 40
40,5 degrés. Un record qui va peut-être à nouveau tomber dès aujourd'hui, avec un mercure qui pourrait monter à 41 degrés Celsius. Jean-Jacques Herry, et selon 2 études dévoilées hier soir, jamais au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement que depuis la fin du XXe siècle. Étude parue notamment dans la célèbre revue Nature. Marion Calais avec un envol qui se prépare aujourd'hui à Sangatte dans le Pas-de-Calais. Celui de Francky Zapata sur sa planche volante. Il avait impressionné lors du défilé du 14 juillet et il entend remettre le couvert aujourd'hui en tentant la traversée de la Manche sur son engin. Pour Europe 1, Pierre Herbulot. Une petite vingtaine de minutes pour rentrer dans l'histoire. En s'élançant à bord de son flyboard depuis la plage de Sangatte, Francky Zapata s'envolera sur la trace des plus grands aviateurs et à toute vitesse. Des pointes à 200 km/h pour arriver dans les temps autour de Douvres. Après ses derniers préparatifs hier, il se disait confiant, un peu impatient aussi. C'était vraiment un rêve de gosse et on a créé une nouvelle manière de voler. On vole plus avec des ailes, on vole plus avec la réaction de l'air, on vole juste avec de la physique, c'est de la poussée et t'es comme un oiseau en fait, c'est ton corps qui vole. Et aujourd'hui, le concrétiser, je suis vraiment fier de ce qu'on est arrivé à faire avec mon équipe. Longtemps refusé pour des questions de sécurité, la traversée jusqu'à l'Angleterre de celui qu'on surnomme l'homme volant vient finalement d'être autorisée. Sa démonstration bluffante place de la Concorde le 14 juillet y est sans doute pour quelque chose. Avec un coup de projecteur pareil, le survol de la Manche par Francky Zapata sera tout sauf un numéro de cirque. Voilà, et en vol ce matin. Merci Pierre Herbulot. Plus d'un mois après la disparition de Steve à Nantes, le procureur annonce qu'un sonar va être utilisé pour sonder la Loire pendant plusieurs jours. Le jeune homme de 24 ans est porté disparu depuis la fête de la musique et une intervention policière controversée sur les bords du fleuve. C'est l'une des dispositions du projet de loi sur la bioéthique. Les Françaises pourront bientôt congeler leurs ovocytes. Au-delà de la PMA, c'est l'une des mesures importantes de ce texte. À l'heure où l'âge de la première grossesse recule, aujourd'hui, celles qui veulent conserver toutes leurs chances de procréer après s'être installées dans la vie professionnelle vont notamment en Espagne. Rencontre à Barcelone avec l'une de ces Françaises qui s'est confiée à Henri de Laguérie pour Europe 1. À 35 ans, Myriam Levin, célibataire et sans enfant, a fait congeler ses ovocytes pour gagner du temps, dit-elle. Après une première visite médicale à Barcelone, elle commence un traitement hormonal de 14 jours avec son gynécologue à Paris. Elle est suivie à distance et lorsqu'elle obtient le feu vert du médecin espagnol, elle a 36 heures pour rejoindre Barcelone. On lui fait une anesthésie générale et on lui prélève 13 ovocytes. L'opération, qui lui a coûté près de 4 000 €, est réussie, mais elle se serait bien passée de la faire à l'étranger. J'avais la chance d'être bien informée et surtout d'avoir les moyens de le faire à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a des moments assez stressants parce qu'on fait quelque chose qui est illégal. On est un peu seul. On prend un billet d'avion du jour au lendemain. Il faut rester dormir parce qu'après une anesthésie générale, c'est pas recommandé de repartir tout de suite. Donc il y a un petit côté fatigant et stressant qui devrait disparaître si l'autoconservation des ovocytes est enfin légalisée en France, parce que sur le sujet, on est quand même très en retard. Myriam Levin a raconté son expérience dans un livre. Et toi, tu t'y mets quand ? Pour elle, cette démarche n'est ni une partie de plaisir, ni un confort. Selon les estimations, chaque année, près de 500 Françaises congèlent leurs ovocytes à l'étranger. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1. Il a nommé hier son gouvernement une équipe d'eurosceptiques autour de Boris Johnson. Avec de fervents partisans du Brexit à ses côtés, le nouveau Premier ministre britannique entend mener à bien la sortie de l'Union européenne. Il l'a réaffirmé hier lors de sa première prise de parole. Nous allons honorer les promesses répétées du Parlement au peuple et sortir de l'Union européenne le 31 octobre. Plus de si, ni de mais. Nous allons négocier un nouvel accord. Un meilleur accord qui maximisera les opportunités du Brexit tout en nous permettant de développer une nouvelle relation formidable avec l'Europe, basée sur le libre-échange et le soutien mutuel. Bien sûr, dans le même temps, il est crucial de nous préparer pour la très mince possibilité que Bruxelles refuse catégoriquement de renégocier. Nous serons donc forcés de sortir sans accord. Ce n'est certainement pas le résultat que nous voulons. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson avec Anaïs Cordoba. C'est un rendez-vous qui met tous les sens en éveil. Direction le Bordelais pour les festivals des grands crus musicaux. Où l'alliance de la musique classique et du vin. Cette année, 7 châteaux et pas des moindres, Riquem ou Smith Solafite ont joué le jeu pour le plus grand plaisir de Thierry Geffrotin. Chopin sous les doigts du pianiste Jean-Marc Louisada. Chopin, Brahms, Schumann, Bizet, un concert marathon de 2h30 et un public qui en redemande encore et encore.
Et pourtant, les 250 personnes présentes savaient qu'après le récital, une dégustation de Château Smith au Lafitte les attendait. On va s'enivrer de vin après la musique. On déguste et on se renseigne. Tchin tchin. C'est un bruit divin. C'est une bonne année ? C'est une bonne année. C'est une bonne année. Oui, le 2014, c'est une bonne année, absolument. Alors, entre la musique et le vin, où va la préférence ? Fantastique, un virtuose qui a su exprimer beaucoup de choses et je lui en suis très reconnaissant, ainsi que pour ce petit vin qui est un grand vin. Je ne suis pas une fanatique du vin, mais j'adore le piano. Finalement, l'alliage des deux est assez réussi. Thierry Geffrotin dans le Bordelais pour Europe 1 et ce festival des grands crus musicaux qui s'achève ce soir au château d'Agassac dans le Médoc.